merci à vous d'être là par ce beau temps. Bernard Stiegler, difficile à présenter? Non. Si vous utilisez les outils qui sont à votre disposition, et parmi ces outils, il y a Wikipédia qui est l'un des lieux de l'économie contributive ou l'économie de contribution. Et dans cette notice, je lis ceci: Bernard Stiegler est né le 1er avril 1952, est un philosophe français qui axe sa réflexion sur les enjeux des mutations actuelles, sociales, politiques, économiques, psychologiques, portées par le développement technologique et notamment les technologies numériques. Alors je voudrais qu'on explicite un peu ce que vous venez de poser comme principe. En parlant de Zola et de Ford, c'est-à-dire que Zola, c'est Germinal, c'est l'ouvrier. Ford, c'est un ouvrier qui va devenir un consommateur. Et je voudrais qu'on l'explicite encore en évoquant Edward Bernays. Edward Bernays, qui est le neveu de Freud. Je crois que c'était le fils de sa sœur, et du frère de sa femme. Voilà, c'est double neveu. Un double neveu, voilà. Donc, comment est-ce que se fait le passage, grâce à la machine, de l'ouvrier au consommateur, et comment est-ce que un type comme Bernays, qui sait d'où il vient, puisqu'il vient de Freud, se dit qu'il faut mettre la psyché au service ou à l'ordre de la consommation? Alors, je dirais que ce qui se passe au XIXe siècle, d'abord, c'est le passage de l'ouvrier au prolétaire. C'est ce que décrit Marx, mais en fait, Adam Smith le précède dans cette description, parce que Smith voit venir ce problème. Et c'est le siècle du capitalisme de production. C'est-à-dire que c'est un capitalisme qui repose au XIXe siècle sur des gains de productivité faits aux dépens des travailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont tous, enfin pas tous, mais en tout cas les travailleurs des usines deviennent des prolétaires. Ce ne sont plus des ouvriers, ils perdent leur savoir, ils sont soumis aux machines. Et comme le disent Marx et Engels en 1948, ils vont être concurrencés par leurs femmes et leurs enfants. Parce que ce que font ces gens-là sur les machines, leurs enfants peuvent le faire beaucoup moins cher, donc on va les mettre sous la pression de la concurrence de leurs propres enfants. Et ça, Marx dit, ça ne marchera pas, parce que ça aboutira assez rapidement, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer maintenant, mais à ce qu'il appelle la baisse tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire le fait que l'investissement va rapidement ne plus être rentable, va en plus produire de la surproduction, du chômage, etc. Il a raison. 1880, crise du capitalisme européen. 1912, grande crise financière aux États-Unis. 1914, Première Guerre mondiale. C'est-à-dire effet de tout ça. Et donc, il a raison. Sauf qu'il a raison dans la limite du modèle du capitalisme productiviste qui ne redistribue pas les bénéfices. C'est-à-dire que les travailleurs s'appauvrissent, les paysans sont devenus des ouvriers, ces ouvriers sont devenus des prolétaires, ils vivent dans une misère effroyable. Et il n'y a pas de redistribution, sauf autour de la petite bourgeoisie et de la moyenne bourgeoisie. Les grands patrons qui mettent tout ça en œuvre redistribuent un peu pour le curé, pour l'instituteur, etc. Voilà, pour que certains s'occupent de leurs gosses et de leur monde, disons, et la domesticité. À partir du début du XXe siècle, ce système ne fonctionne plus. Mais en même temps, sont apparus premièrement Frederick Taylor, qui fait une nouvelle théorie du travail et du machinisme, et qui met au point ce qu'on appelle à l'époque l'assembly line, qui est en fait la chaîne de montage, et apparaît Henry Ford, qui est un type qui va penser tout cela en disant qu'est-ce que permet l'assembly line? Ça permet des taux de productivité, des gains de productivité encore beaucoup plus grands, et ça permet de produire pour des marchés de masse. C'est-à-dire que là, on va produire non plus pour la bourgeoisie, mais pour tout le monde. La question étant à ce moment-là, ça n'est plus de produire, parce qu'en fait, le modèle de l'organisation scientifique du travail va résoudre grosso modo les problèmes de productivité. Ça va devenir trivial, les questions de productivité. Le problème, ça va être de vendre. Et c'est là que Ford apparaît en même temps que, d'un côté, Hollywood, qui se construit, c'est exactement au même moment. Les usines de Ford sont construites dans le Michigan, au moment où Hollywood construit les premiers studios. L'imaginaire. Pardon ? L'imaginaire. C'est l'industrie de l'imaginaire. Et apparaît un petit peu plus tard, 5 ans plus tard, Edward Bernays. Et ça, c'est l'économie psychique. Et c'est l'économie libidinale du capital américain, qui va inventer The American Way of Life, parce qu'en fait, c'est là que s'invente le mode de vie américain. C'est la conjugaison de ces 3 facteurs. Le grand-père du marketing, qui est Edward Bernays, la naissance des industries culturelles, Hollywood, et le modèle Fordiste de production. C'est 2 choses qui sont, mon avis, significatives de ça. C'est pas un hasard si l'un des livres majeurs de Bernays s'appelle Propaganda. Ça sort en 29, je crois. Et puis d'autre part, Bernays se met au service de Philip Morris,
Et c'est lui qui, dans les années 30, même chose, met des femmes dans la rue, des pin-up, d'où Marilyn Monroe, qui était l'incarnation de la pin-up, qui a fait des pubs à n'en plus finir, hein, et des femmes qui, dans la rue, fument des cigarettes. Alors, ça fait quoi, cette Bernays et Ford? Quel est cet attelage Bernays et Ford, Bernays qui prétend, beaucoup de psychanalystes contestent cette prétention. Mais moi, je pense que Bernays est un très mauvais lecteur de Freud, en l'occurrence. Mais il l'utilise très bien, par contre. C'est le mauvais neveu. Disons que c'est le neveu qui va instrumentaliser l'oncle, mais qui l'utilise très très bien. Pour construire donc ce que j'appelle une déséconomie libidinale en fait, hein, et non pas une économie libidinale, parce qu'il détruit pour moi la libido, et il prétend donc que la cigarette est un symbole phallique, etc., qui va supplémer au manque féminin. Donc la libido, la libido c'est de la création, la libido c'est du désir. Or Bernays dit on fait de la pulsion, et là où il y a pulsion, il y a consommation. Voilà. Alors moi je soutiens que en fait Bernays ça fonctionne avec le premier Freud peut-être, c'est-à-dire le Freud de la théorie de la sexualité, mais à mon avis pas à travers le second, ce qu'on appelle la seconde topique freudienne, parce que Freud, en 1920, il le dit lui-même de manière extrêmement claire, il dit « je remets tout à zéro, je remets tout à plat, je recommence complètement parce que j'ai rencontré les névrosés de la Première Guerre mondiale, ceux qui sont dans des retours traumatiques obsessionnels, et je découvre en fait ce qu'il va appeler la pulsion de mort. » Bon, il va découvrir l'économie des pulsions. Et à partir de là, je soutiens, c'est pas absolument clair, hein, en plus Freud change très souvent d'hypothèse parce qu'il teste en permanence des modèles théoriques et aussi des pratiques cliniques, mais moi je soutiens qu'en fait Freud passe à une nouvelle définition de la libido. Pour moi, chez Freud, la libido, c'est ce qui va permettre, à travers les processus d'idéalisation et de sublimation, la transformation de la pulsion en investissement. Je soutiens que la description qu'il fait de la pulsion à cette époque-là, c'est une démarche destructrice, fondamentalement, égoïste, égocentrique, antisociale, mais que ce qu'il décrit comme la libido, c'est un processus de liaison des pulsions qui permet de les remettre, d'en faire une énergie d'investissement social. Au service d'eux. Et d'ailleurs, il parle d'investissement, véritablement. Alors, ce que je crois, maintenant, pour parler de Bernays, de Ford et de Hollywood, c'est que The American Way of Life va, dans un premier temps, vraiment capter de la libido et en produire. Parce que si vous regardez les grands films hollywoodiens, ils sont magnifiques. Hein, John Ford, etc. Ce sont des films sublimatoires et d'idéalisation, avec des héros positifs, etc. Bon, parfois naïfs, mais parfois très subtils. Et je considère que c'est tardivement, en réalité, c'est à partir des années 60 que Hollywood va changer son programme. C'est en 1965 que le premier grand film de spectacle d'horreur sort, et que Hollywood va devenir ce dont, par exemple, Lynch est pour moi une expression typique. Ça n'est plus une usine à rêve, c'est une usine à cauchemar. C'est le cauchemar californien qui devient la machine de captation, non pas de la libido, mais de la pulsion. Et ça prépare, avec la télévision qui elle-même va évoluer, parce que la télévision va énormément aggraver le processus, ça va préparer ce que j'appelle une industrie, un populisme industriel et un capitalisme pulsionnel. C'est-à-dire que l'industrie va se mettre au service de la production de comportements grégaires, parce qu'il faut produire des comportements mimétiques, absurdes, souvent indignes même, hein, qui vont conduire à ce qu'on a appelé le bling-bling, là, ces dernières années en France, et qui vont devenir, où tous les processus de représentation qui, en principe, par exemple, la présidence de la République, sont des lieux de projection d'idéalité. On a parlé hier de Mitterrand, vous parliez avec Louis Bénèche de Mitterrand. Bon, Mitterrand incarnait quelque chose encore comme ça, De Gaulle encore plus. Bon. Mais l'autorité symbolique et l'autorité politique se fondaient sur des processus comme ça. Ça, c'est ce qui s'écroule avec Bush Junior, Berlusconi, Sarkozy et d'autres. Hein, parce qu'il y en a beaucoup. Thatcher, Reagan, etc. C'est tout à fait autre chose. C'est une déséconomie pulsionnelle, une déséconomie libidinale et une explosion pulsionnelle. Alors, quand tout ça se combine avec Fukushima maintenant, avec les problèmes de climat, avec ici, dans le centre de la France, l'intoxication des enfants par les pesticides. Et je dis ça parce que j'ai un ami qui est un artiste connu, qui a 2 enfants qui ont souffert de ça, gravement. Et que finalement, tout cela étant passé par ailleurs par le discours sur le tabac, le fait on a investi pendant des décennies à travers Marilyn Monroe et les suffragettes, parce qu'en fait, il utilisait le mouvement des suffragettes aux États-Unis, Bernays, pour finalement généraliser l'intoxication et en faire un mode de vie. Voilà.
Ce mode de vie, c'était incarné par, comment s'appelle-t-il, Bogart et Bacall. Hein, c'était le scotch, ou le bourbon, et la cigarette. Donc il fallait s'intoxiquer. Par ailleurs, il y aurait toute une histoire toxicologique des États-Unis à faire, parce qu'entre Coca-Cola, tout ça, ce sont des pharmacas. Hein, c'est une pratique du pharmacone massive, l'Amérique du Nord. Oui, maintenant, le Coca-Cola est sans sucre. Oui, mais il a été remplacé. Je vous taquine. Alors d'abord, ce qui est à la place du sucre est très toxique et cancérigène, mais par ailleurs, il a été remplacé par la comment on appelle ça, les amphétamines, enfin pas les amphétamines, le dérivé de la cocaïne, dont j'ai oublié le nom, qu'on donne aux enfants aujourd'hui qui souffrent de déficit attentionnel. Donc la Ritaline, bon, qui est un dérivé de la cocaïne, si je suis bien renseigné par mon ami Marc Valeur. Et donc on est dans une société archi-pharmacologique. Et ce que je crois que la société contemporaine est en train de découvrir, c'est qu'il faut maintenant une thérapeutique de ce pharmacone.